Être ouvert sur le monde et sur toutes les opportunités est un choix positif. C'est autant une envie qu'une nécessité. C'est le désir de faire grandir notre Martinique, de faire rayonner sa beauté et son intelligence à l'extérieur. Il est impératif de s'adapter à la nouvelle donne de l'économie mondiale. Chacun sent bien que l'on arrive au bout d'un système, que de nouvelles puissances économiques émergent, que dans le même temps des David renversent des Goliaths, que dans ce nouveau cadre, une petite île peut déployer ses ailes et conquérir de nouveaux territoires. Ne pas s'ouvrir, ce serait ne pas grandir. Se refermer sur nous-mêmes en croyant nous protéger, ce serait nous condamner à nous replier, à voir de plus en plus petits, à vieillir et mourir entre nous, et à assister à l'envol sans retour de nos jeunes talents. Je crois qu'il s'agit là d'une bonne introduction de cette table ronde, puisque derrière cette introduction, j'entrevois la notion d'attractivité du territoire, qui est un terme qui a été d'ailleurs à plusieurs reprises prononcé par Dr Yann Alix. Et c'est vrai que la logistique et la supply chain est le maillon essentiel pour réamorcer une attractivité qui est en panne chez nous aujourd'hui et qui se traduit notamment par une dégradation de notre démographie. Et donc, nous sommes tous aujourd'hui concernés par cet enjeu. Il s'agit de réamorcer notre attractivité pour réenchanter le territoire, faire revenir des talents et relancer notre démographie. Donc, l'enjeu est quand même majeur. Et aujourd'hui, les portes d'entrée dans le territoire, c'est la mer, c'est l'aérien, c'est le terrestre. Et donc, vous avez devant cette table des représentants de toutes ces portes d'entrée. Et donc, je vais citer Franz Todiard, qui nous accueille aujourd'hui chez lui. Franz, qui est président du directoire de la SAMAC, la Société Aéroport Martinique Aimé Césaire. Jean-Rémy Villageois, président du directoire du Grand Port maritime de la Martinique. Michel Pelletier, qui est directeur de la mer, et qui, je crois, avant, vous occupiez les fonctions de directeur adjoint au cabinet de Chantal Joanneau, secrétaire d'État à l'écologie. Et vous aviez rejoint en 2008 le cabinet de Jean-Louis Borloo, ministre d'État, comme conseiller technique, mer et outre-mer. Et vous avez notamment piloté le dossier Grenelle de la mer. Et puis enfin, Jean-Claude Florentini, président du syndicat des commissionnaires en douane et transitaires de Martinique. Ce que je vous propose de faire, c'est de donner la parole à chacun d'entre vous autour d'une question, on va dire, générique pour vous permettre de poser un peu les problèmes qui sont à la fois dans vos domaines respectifs, quels sont les verrous, les freins à faire sauter, et d'autre part, les pistes et les innovations qui permettraient d'ouvrir la Martinique au monde, à travers notamment, on peut commencer peut-être par Franz Todiard, en parlant de l'aéroport. Bien, merci. Rebonjour. Je pense que j'ai, dans le propos introductif, le mot d'accueil un peu déjà, je vais dire, déflorer le sujet, si je veux dire, en ce qui me concerne. Mais je vais aller un peu plus loin parce que j'avais pas pratiquement tout dit. Vraiment, nous pensons ici qu'il faut faire sauter les verrous. Lors du lancement des assises d'outre-mer par le Premier ministre il n'y a pas très longtemps, c'était à la Tour Lumina, et le préfet m'a demandé de faire une petite note et de venir présenter d'ailleurs notre point de vue sur justement quels sont, pour ce qui est du transport aérien, quels sont les freins à l'ouverture de la Martinique vers le monde. Et donc, j'avais remis une note au Premier ministre, justement, qui parle des droits de trafic. Parce que pour ouvrir, le transport aérien est régi par des libertés. Il y en a 9. Et notamment, pour relier un point A à un point B, en l'occurrence la Martinique, à n'importe quel pays du monde, il faut une autorisation d'État à État. Donc, c'est l'État français qui négocie avec l'autre partenaire, l'autre État, pour pouvoir permettre à une compagnie aérienne, quelle qu'elle soit, d'ouvrir une ligne. Mais il y a évidemment des conditions.
et notamment des conditions de réciprocité, c'est-à-dire donc on prend une ligne entre, je prends l'exemple entre Fort-de-France et le Brésil, il faut que un transporteur français qui, s'il est autorisé, un ou plusieurs, puisse, la contrepartie, c'est qu'il y ait des transporteurs donc brésiliens qui puissent venir chez nous. Et tout ça, ça passe au niveau des États. Et donc le territoire, l'aéroport et le territoire n'a pas, dans l'état actuel donc de la réglementation, n'a pas son mot à dire, presque. Donc là, dans la note que j'ai remise au Premier ministre, j'ai indiqué que ce serait pas mal, dans le cadre soit d'une, on l'appelle comme on veut, d'une déconcentration ou une décentralisation, que nous puissions être au moins, à tout le moins, autour de la table, si ce n'est d'avoir notre destin en main, quoi. Bon. Et quand je dis ça, je fais allusion à aucun concept, aucune idéologie. Je dis simplement que nous sommes à même de comprendre et de savoir qu'est-ce qu'il faut pour nous en termes de desserte et donc de négocier. Ça ne veut pas dire que on veut pas que l'État français soit autour de la table. C'est pas ça. C'est que on doit être là pour indiquer qu'est-ce qui est pour nous en termes de potentiel pour aller de chez nous à n'importe quel point du monde et vice versa. Donc j'ai cité les exemples le plus symptomatique, c'était récent, c'est l'Argentine et le Brésil. Mais j'ai pas parlé. J'avais gardé donc pour la table ronde la Caraïbe, mais enfin vous vivez ça tous les jours. C'est la croix et la bannière pour se déplacer dans la Caraïbe. C'est pas parce que les compagnies ne veulent pas. Alors, effectivement, il faut un marché, il faut un business, quoi. Il faut faire une évaluation du gisement et du potentiel, parce qu'une compagnie aérienne qui ouvre une ligne, il faut que ça soit rentable. Donc, il faut équilibrer. L'idéal, c'est l'aller, l'avion soit rempli aussi bien à l'aller qu'au retour. Bon, c'est pas dans la vraie vie, c'est pas exactement ça. Peu importe. Donc, mais pour se déplacer dans la Caraïbe, on a encore beaucoup de freins. On ne peut pas ouvrir une ligne aujourd'hui comme ça entre Fort-de-France et la Jamaïque, par exemple, si on voulait, ou entre Fort-de-France et Barbade. Et puis il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. C'est ce qu'on appelle la cinquième liberté. C'est le cas qui nous intéresse aussi. Je prends l'exemple de Condor. Condor fait du Munich, Fort-de-France-Barbade. Mais on ne peut pas embarquer à Fort-de-France pour aller à Barbade parce qu'on n'a pas l'accord de cinquième liberté, que la France ne permet pas aux Martiniquais d'embarquer sur une liaison pour aller à Barbade sur un avion qui passe là et qui, quand il arrive ici, il déverse sur les 250 passagers de Condor, il déverse 200 passagers ici et l'avion a encore 200 places de libre, quoi. Donc c'est tous ces verrous-là qu'il faut qu'on fasse sauter, puisqu'on parle de connectivité, d'attractivité, pour ne pas être trop long. Voilà ce sur quoi on travaille. Le deuxième frein qu'on a identifié, ce sont les contrôles de police aux frontières. Là encore, je prends des exemples simples. Quand vous sortez de Paris, que vous allez à Fort-de-France, vous avez un contrôle police à Paris, mais quand vous arrivez ici, il n'y a pas de contrôle. Tant mieux, parce que c'est une grosse bataille, il faut le dire, de la Chambre de commerce à l'époque. Et notamment du président Lubin. Je dis ça, monsieur Laménardier là, il est témoin. Et on est beaucoup intervenu. Évidemment, il y avait des appuis politiques, mais c'était un gros travail. À l'inverse, quand vous sortez d'ici, vous arrivez à Paris, vous êtes contrôlé. Et même 2 fois même. Bon, pour des raisons à peu près qu'on connaît, mais il pourrait y avoir un allègement parce que c'est des freins. C'est des choses qui sont limitantes pour pouvoir permettre à nos touristes, quand ils viennent, chaque fois que les touristes viennent, ils disent, mais on ne comprend pas. Quand on arrive ici, on n'est pas contrôlé. Et quand on repart à Paris, on est contrôlé. Donc, c'est encore des freins. Bon. Donc, et puis, la troisième chose, c'est nous-mêmes, j'allais dire. C'est nous-mêmes, quoi. Bon, il faut que on puisse ici, si on veut donc asseoir notre développement sur des activités qui rapportent au territoire. Je veux parler du tourisme. Bon, il faut qu'on s'occupe de ça aussi, mais ensemble. Je pense, quand je dis ça, je dis très clairement, on sait que j'ai pas la langue de bois. Notre parc hôtelier n'est pas suffisant pour attirer du monde. Et puis qu'on travaille, qu'on continue à travailler. Et je salue qu'on commence à le faire de plus en plus. Et entre nous, à savoir, je l'ai dit, Comité martiniquais du tourisme, collectivité et le Grand Port, ici présent avec Jean-Rémy, on fait beaucoup de choses ensemble et c'est comme ça qu'on arrivera. Bien. Donc des contraintes réglementaires, notamment liées à un besoin d'autonomie dans la décision pour reprendre un petit peu les choses en main au niveau le plus proche du terrain. La Martinique est donc une île française et européenne dans un environnement caribéen, à majorité anglophone ou hispanophone.
Et c'est vrai que les communications naturelles entre la Martinique et son environnement sont plutôt difficiles. Alors, Monsieur Pelletier, est-ce que vous en tant que directeur de la mer, vous rencontrez les mêmes contraintes qu'évoquait Monsieur Todiard? Merci à Sandra pour la qualité de ce séminaire. Directeur de la mer, bon, c'est un beau titre, mais c'est surtout le directeur de la direction de la mer. Et la direction de la mer étant un service de l'État qui dépend du ministère chargé de la transition écologique et solidaire, chargé de la mer, des affaires maritimes, chargé des sujets qui traitent de la mer. Alors moi j'ai deux outils dans ma direction qui me sont très utiles. D'abord le CROSS, le centre de sauvetage, de coordination des opérations de sauvetage, qui a une zone d'intervention très large puisqu'il va à peu près du milieu de l'Atlantique jusqu'au sud de la Floride. Et dans cette zone à responsabilité française, nous assurons la coordination du sauvetage. Nous rendons un service qui permette de garantir que très vite, en cas de détresse, en cas d'appel au secours, il y aura un moyen qui sera là et qui interviendra pour sauver l'équipage, pour sauver aussi les passagers, pourquoi pas, peut-être parfois pour sauver aussi le navire, et qui amènera les blessés dans un centre hospitalier le plus performant possible, notamment les centres hospitaliers de la Caraïbe française. C'est un atout, ça peut être un atout. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut le présenter. Le deuxième outil à ma disposition, c'est le centre de sécurité des navires. Ce sont des inspecteurs qui montent à bord des bateaux et qui vérifient que les normes techniques internationales, le professeur Alix en a parlé, nous sommes dans un environnement mondialisé, mais dans lequel il y a un certain nombre de règles. Ces règles, elles sont nées avec les grands naufrages. Aujourd'hui, nous fêtons, si je puis dire, les 40 ans du naufrage de la Moco Cadiz, les 50 ans du naufrage du Torrey Canyon, et puis bien au-delà, toutes ces affaires de normes internationales sont venues du naufrage du Titanic. Donc les États ont commencé à réguler le monde maritime. Alors c'est difficile de réguler le monde maritime parce que c'est un monde de liberté, traditionnel, culturellement, et puis c'est aussi un monde de pirates. Donc c'est assez compliqué de réguler, d'apporter des règles, mais comme dans tout marché, il faut quand même des règles, parce que sans règles, évidemment, ça serait l'anarchie totale. Alors, le monde maritime, évidemment, s'accommode assez difficilement de règles. Néanmoins, il en faut, ne serait-ce que pour assurer la sécurité des transports et des échanges, parce que ça, c'est quelque chose que demandent évidemment les acteurs économiques, c'est que de faire en sorte que s'il y a naufrage, s'il y a perte de marchandises, eh ben on sache qui est le responsable, on sache qui va payer, en particulier qui va payer les dégâts et les dommages environnementaux. Puisque une marée noire peut maintenant, grâce à l'évolution de la réglementation internationale, peut faire disparaître une compagnie, en tout cas peut mettre à mal, au regard des indemnisations qui sera demandé, des dommages qui seront prononcés par les tribunaux. Donc voilà, deux outils. Alors le centre de sécurité des navires intervient pour vérifier, c'est compliqué à faire, que les normes sont bien appliquées. Alors on est dans un monde international, donc ce sont des normes internationales. Pour autant, l'Europe, qui fait toujours les choses mieux que les autres, et aussi la France, décide régulièrement de rajouter à ces normes internationales un certain nombre de normes nationales ou européennes. Et c'est là, effectivement, que ça devient un peu compliqué, parce qu'on peut comprendre l'ambition, évidemment, de tirer un peu la charrette monde, en quelque sorte, vers des normes et toujours plus favorables ou protectrices de l'environnement. Mais effectivement, c'est là qu'on peut créer des distorsions de concurrence dans un monde particulièrement ouvert comme l'est la Caraïbe, puisque à 30 km au sud, nous avons des frontières internationales, à contrario de l'Europe où nos voisins, alors bientôt ça sera avec le Brexit, ça sera international, mais bon, nous sommes dans un environnement complètement internationalisé ici. Voilà. Alors nous avons des acteurs des compagnies maritimes qui interviennent dans ce monde complètement ouvert. Il n'y en a pas beaucoup en Martinique. Alors, des opérateurs, des compagnies maritimes, il y en a quelques-unes qui se sont développées assez récemment. Ça serait intéressant de les ausculter pour voir comment elles sont arrivées là et quelles sont leurs perspectives de développement. Mais je pense par exemple au transport de passagers. Nous avons une ligne ou deux lignes qui se sont développées vers Sainte-Lucie.
qui fonctionne pas mal, qui était jusque-là concurrencé par des compagnies de Sainte-Lucie ou d'ailleurs, et qui cassaient les prix, qui avaient pas les mêmes normes évidemment sociales, hein, puisque c'est souvent aussi des normes sociales et des charges, des problèmes de compétitivité qui s'appliquent sur ces entreprises. Donc là, la sécurité, c'est de dire, si vous voulez venir en Martinique, on vous impose un degré de norme qui est celui-là, un standard que vous devez. Et si vous respectez pas ce standard, vous venez plus. Donc c'est vrai qu'on utilise parfois la sécurité aussi comme dans une dimension un peu protectionniste, où de ce fait, on a écarté un certain nombre de compagnies caribéennes qui étaient sous normes, sous standard. Voilà. Alors, c'est pas forcément ça l'objectif, mais en tout cas, on y pense évidemment pour protéger un peu nos compagnies, en tout cas pour que nos compagnies françaises et martiniquaises puissent se développer dans un environnement plus facile pour elles. Voilà, donc la sécurité comme élément d'attractivité, la sécurité comme élément aussi de protectionnisme, et puis évidemment, notre stratégie, c'est d'intervenir pour faire en sorte que, on évite les accidents. Professeur Alix disait qu'on est sur des routes maritimes. C'est vrai que la mer, contrairement au domaine aérien d'ailleurs, hein, pour aller d'un point à l'autre, vous n'avez pas besoin d'autorisation d'État. Hein, vous pouvez ouvrir votre compagnie, votre ligne sans problème. Et c'est gratuit en plus. C'est gratuit de courir les mers. Ce qui n'est pas gratuit, c'est quand on arrive dans un port, et il faut bien y arriver dans un port, sinon on se met au mouillage. D'ailleurs, c'est un sujet, puisqu'un certain nombre d'opérateurs ont des stratégies aussi d'évitement des ports, qui sont vite repérées et qu'on essaye de réguler aussi. Donc quand vous êtes sur l'eau, il faut... Alors il y a eu une expérience, hein, j'étais d'ailleurs au cabinet de M. Borloo à ce moment-là, d'autoroute de la mer, hein, qui n'a pas bien fonctionné. Mais nous avons des infrastructures gratuites, c'est quand même suffisamment rare pour le souligner. Il n'y a pas à ce stade encore de péage entre telle ou telle destination maritime. Pour autant, évidemment, la sécurité a un coût, puisque toutes les normes dont je vous parle, et qui sont de plus en plus des normes, le professeur en a parlé, hein, de respect de l'environnement, d'émissions de CO2, de gaz à effet de serre, de sulfure, d'azote, etc. Toute cette réglementation, ce cadre qu'on impose aux compagnies est répercuté, évidemment, dans les coûts du transport, dans les coûts finaux du yaourt ou du panier de la ménagère, pour reprendre l'expression. Et donc l'idée, c'est effectivement à la fois d'imposer de la sécurité et des normes, tout en faisant en sorte que ça se fasse de façon un peu continue pour que tous ces coûts soient absorbables. Et puis, dernier élément que je veux vous apporter dans la réflexion, c'est que nous sommes dans un moment où l'État n'a pas forcément les moyens de ses ambitions. Donc ça devient compliqué. On était dans une philosophie assez prescriptive où on imposait un certain nombre de normes avec des inspecteurs qui venaient vérifier que les normes étaient appliquées. Bon, cette démarche est en train un peu d'évoluer avec l'idée qu'on va passer un contrat de confiance avec l'opérateur, la compagnie. On va lui dire, voilà, tu connais le cahier des charges, tu fais ton analyse de risque, tu proposes tes dispositions pour atteindre l'objectif de sécurité, atteindre l'objectif de respect de l'environnement. Et puis nous, administration, on va te valider ça. C'est-à-dire qu'on va se mettre dans un contrat de confiance, on va passer un contrat entre nous, et puis on va dire, ok, vas-y, banco, on y va comme ça. C'est un peu innovant, c'est un peu un changement culturel, voire une révolution pour un certain nombre de fonctionnaires qui n'avaient pas l'habitude d'agir dans ce cadre un peu contractuel, mais je crois que c'est pas inintéressant. Ça replace la responsabilité. Et je crois que c'est quand même, depuis 50 ans, l'idée générale de replacer la responsabilité sur les opérateurs et non pas sur l'État. Ça dégage au passage l'État d'une responsabilité. Et par ailleurs, ça fait des économies aussi générales pour les contribuables que nous sommes tous. Voilà un peu quelques idées lancées en l'air, hein, et peut-être j'y reviendrai. Très bien, merci Monsieur Pelletier. Monsieur Jean-Rémy Villageois, je crois que le grand port maritime de la Martinique a commencé une grande mue depuis quelque temps, avec des ambitions fortes, puisque les cartes sont rebattues sur la Caraïbe, avec des ambitions que l'on retrouve en Jamaïque, en Guadeloupe, en Martinique. Est-ce que vous pouvez nous dire où nous en sommes aujourd'hui et compte tenu du projet du grand port maritime dans sa restructuration, quelle place nous pouvons prétendre prendre dans le concert de la mondialisation dans la Caraïbe?
Question ambitieuse, merci. Je vais essayer d'apporter les éléments de réponse. Effectivement, le grand port maritime, faut voir, c'est 98% des échanges en volume de la Martinique, en tonnage. Ça veut dire que la plupart de ce qu'on consomme ou de ce qu'on produit passe par le port. Et en termes de passagers, c'est la moitié des gens qui visitent l'île, la moitié des visiteurs passent aujourd'hui par le port. Donc c'est un acteur important, effectivement. Voilà, on a une forte responsabilité vis-à-vis de ça. Vous avez posé la question à mes collègues de contraintes. Vous avez eu la gentillesse de ne pas me la poser. Parce que tant qu'on reste sur nos métiers de base, à la limite, il n'y a pas de contraintes. Elles ont été levées par ceux qui étaient là avant nous. Donc, je dirais sur le marché domestique, voilà, les choses sont établies depuis fort longtemps. Niveau d'importation, niveau d'exportation, et je dirais une population qui est stable, sinon déclinante. Il n'y a pas grand-chose qui va se passer sur les 20 ou 50 années qui viennent. Tout le développement du port, aussi bien en termes d'infrastructure que de développement économique ou de modèle, ne peut venir que de l'extérieur. C'est assez paradoxal, mais on est sur une île, et donc le seul développement, enfin le développement ne peut venir que de facteurs extérieurs, exogènes, et donc du positionnement du port sur des marchés qui sont volatiles, qui sont compliqués et qui sont passionnants. Donc on est obligé de sortir un peu de nous-mêmes, de notre carapace, pour aller chercher tout ça. Ça se voit très bien sur la croisière, mais pas que. Et donc c'est là où c'est intéressant justement de partager avec vous un peu notre vision et puis les résultats actuels, et du coup voir où est-ce qu'on peut aller. La croisière est un exemple assez intéressant. On est passé en quelques années de 50 000 passagers à 500 000. Bon, c'est croissance de start-up, c'est en 6 ans ça, donc c'est assez remarquable. Pour autant, nos voisins, avec des moyens bien moindres, ont fait beaucoup mieux. Quand on faisait 50 000 passagers à Fort-de-France, Sainte-Lucie en faisait 600 000. Bon, aujourd'hui, ils sont à 800 000, on est à 600 000, donc on est en train de les rattraper. Mais on est toujours derrière. Quand on parle de transbordement, parce que l'autre marché en fait extérieur, c'est le transbordement de marchandises, c'est-à-dire des marchandises qui ne sont pas destinées à la Martinique, mais qui passent par la Martinique pour des raisons je dirais de convenience, enfin de convenance, qui intéressent les lignes maritimes. Donc on est bien sur des stratégies, comme l'expliquait fort bien professeur Alix. On est bien sur des stratégies décidées dans un bureau, très loin de nous, de faire passer des marchandises par un port, parce que c'est intéressant, économiquement ou stratégiquement, ou ça peut être très conjoncturel, ça peut être lié à un problème d'engorgement dans un autre port. Donc voilà, c'est des stratégies ou même des tactiques qui se décident très loin de nous et sur lesquelles on peut ou pas se positionner. C'est un choix. On peut dire ça nous intéresse pas, on peut dire ça nous intéresse. Le choix qui a été fait est de dire ça nous intéresse. Et ça nous intéresse à un certain point. C'est-à-dire on est sur un marché extrêmement volatile, sur lesquels on prend un certain nombre de risques, on calcule ces risques, et on les prend jusqu'à hauteur. Donc très clairement, ce sont des risques financiers. On va accepter, pour donner des ordres d'idées, de construire un quai, d'allonger un quai de 100 mètres, parce que le marché domestique va augmenter. Je dirais que c'est une obligation pour servir un marché domestique. Par contre, si c'est pour aller chercher du transbordement, c'est une toute autre affaire. Il s'agit de jauger l'investissement, de calculer sa rentabilité, son risque, et d'y aller ou pas. Le choix qui a été fait en Martinique depuis quelques années est d'y aller. Et d'y aller, mais de façon, on va dire, calculée. Donc, c'est là où c'est très intéressant. J'ai beaucoup aimé dans la présentation, vous nous parliez de modèle économique sur la croisière, par exemple. Eh bien, on a la chance, en fait, en Martinique, d'avoir un port qui est bien né. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problème de dragage. Les profondeurs d'eau sont très intéressante. On a un accès à la mer qui est extrêmement rapide et qui est pas cher. Ce qui fait que voilà, on est peut-être à l'écart des grandes lignes maritimes entre l'Est et l'Ouest des États-Unis, mais
On a un port qui est, enfin nos aînés, ils ont vraiment bien réfléchi, ils se sont pas trompés. Le port est exactement là où il doit être et il est extrêmement compétitif pour ça. Et donc, avec des investissements somme toute assez limités, donc en réduisant au maximum nos risques, on arrive à faire des choses bien. Sur la croisière, par exemple, on est sur des espaces qui sont déjà artificialisés, qui sont déjà construits, sont des vieux hangars logistiques, et donc qu'on met à neuf progressivement et régulièrement. Donc on jauge notre risque, on accompagne le marché, et ça se passe plutôt bien. On n'a pas besoin, jusqu'à maintenant en tout cas, de tout raser et de faire un hall, enfin un terminal à 100 millions d'euros qu'on ne pourrait absolument pas rentabiliser. Donc on serait totalement incapable en fait de faire ce que font d'autres terminaux. On ne parle pas de la feuille blanche. Donc voilà pour ce qui est des passagers. Pour ce qui est des marchandises, là aussi c'est très calculé. Donc on peut faire des choses, et d'ailleurs on les fait de façon on va dire raisonnable, et on voit bien que le marché accompagne ces développements. Donc pour donner des ordres d'idées, le transbordement en Martinique a triple en fait entre historiquement du transbordement, c'était de l'ordre de 10 000 EVP par an, et là l'an dernier on en a fait 20 000, et l'an prochain, enfin cette année on vise à peu près 30 000. Le tout est après de se stabiliser et de rester à ce niveau. Donc je dirais des ambitions qui sont clairement définies, un état des lieux qui est bon. C'est-à-dire que ce qui a été fait a été plutôt bien fait et a été suivi par nos clients. Mais je dirais une situation qui reste extrêmement... on est dans un marché, et c'est ça qui est fabuleux sur la Caraïbe, qui est extrêmement dynamique et extrêmement volatile. On ne joue pas à armes égales par rapport à nos voisins, mais nous sommes dans des marchés très porteurs. En ce moment, par exemple, effectivement, l'impact du canal de Panama, je suis incapable d'en parler. Je pense qu'on a quasiment zéro impact. Par contre, on a un impact énorme sur le développement du marché des fruits et légumes de l'Amérique centrale ou du nord de l'Amérique du Sud vers l'Europe. Et ça c'est en train d'exploser. Les lignes maritimes sont en train de se repositionner. Les volumes augmentent. Voilà, la semaine prochaine, on risque d'avoir les ports de Guadeloupe et de Martinique totalement engorgés parce que les lignes maritimes n'arrivent pas en fait à ramener ces boîtes vers l'Europe. Et donc voilà ce qui est en train de se passer. Et ça ça se passe en quelques mois. Donc on est dans un environnement, il faut bien comprendre, qui bouge très très vite, aussi bien sur les marchandises que sur les passagers. Voilà. Merci, Monsieur Villageois. Alors, Jean-Claude Florentini, vous êtes donc président du syndicat des commissionnaires en douane et transitaires de Martinique. Donc, on peut parler échange de marchandises. Il y a le mythe du grand marché de la Caraïbe, et dont manifestement nous ne profitons pas complètement, puisque le volume des échanges n'est pas aussi important que ce qu'on pourrait imaginer quand on voit notre position géographique au centre de ces marchés. Alors, une question simple, pourquoi ? Y a-t-il des contraintes spécifiques qui nous empêchent d'activer ces marchés, d'être performants dans ces marchés ? Et quelles sont les pistes, les orientations que vous pourriez proposer pour augmenter ce marché ? Donc, bonjour à tous. Au préalable, je voudrais quand même préciser en fait le rôle et la mission justement en fait de la profession, sachant que nous représentons en termes de collecte déjà de l'octroi de mer plus de 95% de la collecte de l'octroi de mer. Nous collectons nous représentons 70% des chargeurs donc au niveau des compagnies maritimes. Donc nous sommes les principaux acteurs et principaux clients des plateformes, que ce soit porteurs et aéroporteurs, je parle bien du fret. Ça c'était un petit peu pour fixer un petit peu l'étendue, je dirais en fait de la profession et comment on se positionne sur l'échiquier, puisque c'est quand même important d'avoir certaines données. Alors en ce qui concerne pour revenir à la question, quels seraient les freins et puis quelles seraient les perspectives au niveau du marché intra-caribéen. Alors en fait, c'est toujours
éternelle question et équation entre l'œuf et la poule. Hein. Donc, il faut bien évidemment de la marchandise pour transporter et il faut des transporteurs aussi pour pouvoir justement. Enfin, il faut de la marchandise pour transporter et vice versa. On se situe, on a un problème de connectivité, on a un problème. Je ne parlerai pas d'attractivité puisqu'on a quand même des atouts qui sont certains. Nous sommes souvent confrontés, nous, à des... alors, tout ce qui est au niveau de la façade Europe, donc tout le monde la connaît, tout le monde la maîtrise. On a des opérateurs historiques qui sont très bien implantés. En ce qui concerne l'intracaribéen, là, c'est un gros problème. Et là, c'est vraiment le caillou qu'on a dans le pied, tout simplement parce que on n'a pas forcément de réponse à donner à nos clients. Ou plus exactement, en conteneur complet, le problème se pose pas. Tout ce qui est groupage, obligatoirement, donc ça nous pose vraiment un gros souci, tout simplement, parce qu'on n'arrive pas à satisfaire une demande. Donc, il y a des initiatives au niveau du cluster, d'ailleurs. On pourrait en reparler, d'ailleurs, hein, puisqu'on a mis en place une bourse de fret. Même chose d'ailleurs de Becca au niveau de la Guadeloupe. Hein. Donc il y a quand même des initiatives qui ont été prises et qu'il faut saluer. C'est pas suffisant, tout simplement parce que nous sommes sur des niches. Ça, il faut pas l'oublier. Donc il faut justement créer des niches à l'exportation. Il faut dynamiser aussi. Il faut et que nos structures, que nos producteurs justement soient plus impliqués, qu'il y ait plus de culture de l'exportation qui n'existe pas suffisamment. Nous avons aussi, alors quand je parlais de niche, donc on a eu une mauvaise nouvelle, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, par l'arrêt de la compagnie Gist qui desservait la Martinique au départ du Havre. Très mauvaise nouvelle au niveau on parlait de l'attractivité, de la connectivité, et ça c'est un point important quand même à souligner. Dans la mesure où il y avait un transit time qui était très intéressant puisqu'il était de 8 jours. Là actuellement, donc, ce sont les opérateurs historiques, la CMA, CGM pour ne pas les citer, avec Maersk, Marfret, donc qui seront en première ligne. C'est pas un bon message du marché dans la mesure où ça, on le regrette d'ailleurs, hein, donc que ce soit au niveau de la grande distribution, que ce soit au niveau de la profession, puisque beaucoup de professionnels et transitaires passaient au niveau des groupages, en particulier par cette compagnie, du fait d'un transit time très court. Et on souhaite bien évidemment en fait qu'il y aura soit une autre compagnie à la fois pour le bien du marché qui pourrait éventuellement revenir. Concernant toujours l'intracaribéen, il y a de la demande. Hein. Il faut savoir qu'il y a quand même une demande en fait qui se fait de plus en plus précise. Alors c'est aussi sur des niches. Hein, ça va être, on pourrait effectivement, et là je reviens justement sur les propos de Yann Alix de tout à l'heure, où je crois qu'il faut faire preuve à la fois d'imagination. Donc, en ce qui nous concerne de la profession, nous accompagnons la marchandise. Nous sommes agents de voyage pour la marchandise. Hein. Donc, plus on a de fret de soutes pour l'aérien mis à notre disposition, plus on a d'espace au niveau des navires, et mieux on se porte. Donc là, je crois que c'est là-dessus justement qu'il faut travailler avec travailler justement l'attractivité en termes de plus de compagnies sur nos zones, ne pas subir non plus certaines situations. Il y a un point aussi qui me paraît important toujours au niveau de l'intracaribéen, donc on l'a vu, on l'a connu avec Irma et puis Maria, hein, c'est la notion de logistique humanitaire. On a été, dans le cadre d'ailleurs de la profession et du cluster, souvent interpellés pour justement mettre en place à la fois des ponts aériens et puis des vrais couloirs maritimes entre la Dominique, la Martinique et puis Saint-Martin. Donc c'est souvent justement, alors c'est pas forcément, et là c'est pas le marché, là c'est véritablement en fait un événement météorologique qui a fait qu'il fallait qu'on se mobilise.
Et le cluster, justement, à ce titre, a beaucoup travaillé et a été en fait un acteur majeur dans ce cadre-là. Donc voilà un petit peu au niveau de la profession. Donc nous sommes usagers, utilisateurs des infrastructures, que ce soit portuaires ou aéroportuaires. Nous, on recherche quoi? On recherche à la fois des tarifs attractifs, on recherche justement de la mutualisation. Nous recherchons aussi de travailler main dans la main avec nos partenaires, hein, donc qui sont le port, l'aéroport, la douane aussi, puisque je crois qu'il y a une notion à la fois de team, d'équipe, qui n'est pas suffisamment mise en valeur, qu'on doit travailler. Et là-dessus, il y a beaucoup de pistes. On a déjà beaucoup travaillé avec le cluster sur ces questions-là. Donc, on le poursuit, bien évidemment. La preuve en est. Hein. Mais bon, ça fait partie justement des axes de travail qu'on doit poursuivre, quoi. Je pense que nous pouvons passer, Monsieur de Rênal, aux questions de la salle, si vous avez donc des questions à poser concernant cette thématique qui, je vous le rappelle, donc ouvrir la Martinique au monde, approche commerciale, logistique et sécuritaire. Il suffit juste de lever la main. Et monsieur. C'est bon, merci. Je voudrais m'adresser aux responsables du port, entre autres, parce que nous sommes utilisateurs, bien sûr, des moyens du port pour tout ce qui est nos approvisionnements. Et je suis un peu surpris d'avoir appris il y a 15 jours l'arrêt effectivement de la compagnie GIST. Et à mon avis, sur les informations que nous pouvons détenir, nous, les utilisateurs de ce partenaire, cet arrêt est suscité par certains problèmes qu'il a pu rencontrer sur l'escale de Fort-de-France. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus à ce sujet-là ? Oui, bien sûr. Le retrait de GIST est en fait assez intéressant à analyser. C'est-à-dire que tant qu'on est sur un marché où les lignes maritimes gagnent de l'argent, ça se passe plutôt bien. Et ce qui s'est passé depuis, ce qui se passe ici en fait en Martinique depuis 3-4 ans, on a une baisse des taux de fret assez importante, qui a amené en fait à une réduction des marges de ces lignes maritimes assez brutale, et qui place aujourd'hui GIST dans une position où ils n'ont plus de marge. Donc, ils ont un choix. Enfin, ils ont une situation sur Fort-de-France qui est différente de ce qu'ils avaient historiquement. C'est un acteur qui était ici quand même depuis 25 ans. Donc, voilà c'est un contre-exemple de l'ouverture des lignes, c'est que quand on ouvre la Martinique au monde, le ciel ou la mer, nécessairement il y a une compétition qui s'installe et les prix baissent. Et donc un certain nombre d'acteurs effectivement résistent plus ou moins bien à ça. C'est un contre-exemple. Évidemment, nous ce qu'on cherche, c'est en ouvrant qu'il y ait plus de compétition, mais on va dire il y a des perdants à cette compétition. La deuxième chose qui se passe, c'est que nous sommes dans un environnement où les choses évoluent de façon brutale. J'ai parlé du marché de fruits et légumes frais, surtout les fruits en fait, d'Amérique centrale. Qu'est-ce qui se passe? On a un marché qui explose complètement, où les volumes explosent. Et on a un marché qui reste très mauvais. Je parle du marché Amérique centrale ou nord de l'Amérique du Sud, des marchés fortement exportateurs vers l'Europe, mais des marchés assez mal desservis, avec des ports qui fonctionnent pas bien, avec énormément de pertes de marchandises. Or, c'est de la marchandise qui est extrêmement chère. Donc, vous avez un marché à très gros volume, où ça se passe pas bien, et où le potentiel d'amélioration est très très fort. Que font les lignes maritimes? Elles y vont. Donc aujourd'hui, vous allez voir dans les mois qui viennent, des compagnies maritimes aller se positionner sur l'Amérique centrale, sur le Costa Rica, sur la Colombie, pour aller chercher ces fruits et légumes, pour les ramener directement sur Anvers, sur Rotterdam, sur Southampton, sur Le Havre. C'est ça qui va se passer.
Et donc, GIST a fait ce choix. Ils ont arbitré entre un marché historique martiniquais, dont la marge baisse, et un marché nouveau, avec un très gros potentiel, un volume. Voilà. C'est un choix qu'ils ont fait ça en quelques semaines. Il y aura d'autres positionnements, hein, bien évidemment. Donc tout le jeu en fait du port va être de regarder ça et d'offrir autre chose. Donc le positionnement en fait du port, et ça va être d'offrir une plateforme de transbordement qui va rentrer en concurrence avec les lignes directes. Donc vous allez avoir des navires qui vont chercher des fruits et légumes en ligne directe sur l'Amérique centrale, et il y aura un marché concurrentiel qui va s'ouvrir avec des possibilités de transbordement, avec une offre de transbordement en Martinique et en Guadeloupe. Et on verra qui gagne. Le port est l'un des acteurs. Les ports sont simplement des acteurs de ça, mais les stratégies, elles sont établies, comme souligné ce matin, par les lignes maritimes. Donc voilà, c'est un exemple, je pense, très intéressant de la brutalité et de la rapidité voilà, du monde qui nous entoure. L'explication que vous me donnez, je veux bien l'entendre, mais je pense qu'il y a eu d'autres problèmes au niveau du chargement et déchargement des containers ici sur Fort-de-France. En tous les cas, les informations qu'on peut avoir de la part de la direction de la GIS nous laissent à penser qu'il y a eu d'autres problèmes au niveau de Fort-de-France qui ont fait prendre ou accélérer cette décision. Je suis désolé, je ne peux pas vous laisser dire ça. GIST a délesté la Guadeloupe en décembre 2017 pour les mêmes raisons, pour des raisons stratégiques. Un marché antilo-guyanais qui est arbitré, enfin, c'est un marché Amérique centrale qui est arbitré en défaveur d'un marché antilo-guyanais. Donc voilà, c'est ça la réalité des choses. Et je pense qu'on verra d'autres exemples de ça dans les mois qui viennent. D'autres questions, mesdames et messieurs, n'hésitez surtout pas, c'est le moment où jamais il faut en profiter. Madame. Merci. Donc je vais profiter pour poser une question parce que j'aurais bien avoir un signe concret que le commerce intra-régional sera un jour possible et qu'on va décoller du chiffre de 2-3% d'échanges intra-régional. Et donc en fait ma question va s'adresser aussi bien au transport maritime qu'au transport aérien, puisque on a des considérations de volume. Donc ce sont des petits volumes à des prix qui doivent être acceptables sur nos marchés respectifs intra-caribéens. Quand est-ce qu'on va effectivement développer ce commerce et avec quelles armes? Si vous avez la réponse, j'attends. Alors, quand est-ce qu'on va développer le commerce intra-régional? Alors déjà, est-ce que c'est, quand vous parlez intra-régional, est-ce que c'est Antilles-Guyane ou avec nos pays caribéens? Pour ce que je sais des possibilités de commercer avec nos voisins caribéens, à la limite, bon, je suis pas très spécialiste de la question sous le plan des échanges commerciaux. Bon, peut-être même que Sandra est plus à même que moi de répondre. Néanmoins, déjà, est-ce qu'on a des marchés potentiels pour pouvoir dire qu'ici, on a de quoi vendre à nos amis? Je prends des exemples simples, hein, c'est pour que qu'on comprenne bien. À vendre à nos amis Saint-Lucien, par exemple, ou de la Dominique, et vice-versa, qui serait de nature à nourrir une ligne, en termes de volume, en termes de qualité de produit, en termes de normes. Est-ce que cet environnement-là, il est acquis, il est établi? Parce que, je sais pas, il n'y a pas de mystère. Pour créer, c'est comme pour transporter les passagers, pour ouvrir une ligne. Je pense que sous le plan des marchandises, c'est pareil. Est-ce qu'il y a un potentiel où nos producteurs locaux ont des moyens de production suffisants
et en termes de coûts, de vendre leurs produits aux voisins caribéens. C'est une question. Alors, je peux prendre encore un exemple encore plus simple. Je prends par exemple vendre de l'eau. Est-ce que notre eau et le coût, c'est compétitif par rapport à l'eau qu'on peut trouver à Sainte-Lucie? Encore une fois, je reste sur des exemples simples pour illustrer le fait que ça ne se décrète pas. Il faut être compétitif, performant et offrir la meilleure qualité de produit possible parce qu'on est dans un système globalement concurrentiel. Voilà, c'est un raisonnement très basique, mais ma question c'est ça, qu'avons-nous à vendre? Que voulons-nous acheter? Est-ce que nos consommateurs martiniquais sont prêts à acheter des produits made in US ou qui sont vendus dans les pays caribéens qui permettraient de nourrir une ligne des liens avec nos voisins? C'est la question que je pose. Donc posons-nous la question. Alors, Sandra peut-être que peut... Merci. Non, juste pour dire qu'il y a quand même des initiatives qu'il faut souligner, comme la Green Shipping Initiative qui vient de l'OICS et qui demande déjà depuis de nombreux mois à nos producteurs, à nos agriculteurs de bien vouloir mettre à disposition une quantité régulière de production de fruits et de légumes. Mais ça veut dire aller plus loin, ça veut dire travailler sur les filières et surtout parce que nous avons dans certains secteurs d'activité des équipements qui sont, j'allais dire, surdimensionnés par rapport au marché local, il faut se projeter sur une production qui pourrait être vendue à l'extérieur de nos frontières. De toute façon, la création de richesse, elle ne se fait pas en restant dans le bocal. Donc, si on arrive à sortir, à produire pour être en capacité de vendre sur 1, 2, 3 spécialités, c'est-à-dire qu'on décide qu'on va être très bon dans 1, 2, 3 choses. On se fait connaître, on met le marketing qu'il faut, etc. Et là, on pourra effectivement participer à cette chaîne de valeur et cette chaîne logistique dans la Grande Caraïbe. Parce qu'on parle bien de Grande Caraïbe, on a parlé de GIST, on sait que GIST se redéploie en Amérique du Sud. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement des stratégies, il y a des choses qui se développent dans la grande région, mais il faut qu'on soit proactif et qu'il faut qu'on ait une stratégie globale, une stratégie qui entraîne tout le territoire vers une ouverture de marché caribéenne, voire internationale. Juste, là, on est en train de parler de logistique, de transport logistique, qui est en fait le maillon essentiel de la chaîne, de la supply chain dont parlait le professeur Alix. Donc, on est vraiment au cœur du sujet. C'est-à-dire que si on parle aujourd'hui de logistique, si une journée logistique peut-être qu'une journée logistique sur les échanges dans la Caraïbe aura lieu un jour, et ça, ce sera une belle victoire, en tout cas pour les gens qui s'intéressent à cette grande région depuis des dizaines d'années. Mais on est en plein dans le sujet, quoi. Pour parler de logistique, il faut forcément parler d'échange de biens et de production, et avoir une volonté, j'allais presque dire culturelle, et avoir un intérêt pour la région dans laquelle on vit. Voilà. Merci. Oui, juste une petite précision quand même concernant justement parce que s'il n'y a pas de marché, qu'on est déjà nous-mêmes sur des marchés de niche. Donc l'intra-caribéen en fait reste aussi en fait c'est même une sous-niche. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas véritablement, même si on le travaille, même si en fait on met en place justement en fait on facilite, puisqu'on a quand même un rôle de facilitateur au niveau, que ce soit au niveau de la profession, que ce soit au niveau des différents acteurs qui sont déjà implantés, mais une filière ne s'improvise pas, quoi. Donc c'est quelque chose justement en fait qu'il faut travailler. Vous le disiez vous-même, donc c'est après ça devient une culture de l'exportation. Et je crois que nous n'avons pas. Ça faut pas le nier. Donc on est quand même en fait, on a des atouts. J'étais très content d'ailleurs de voir tous les étudiants qui étaient là ce matin. Donc en fait, il y a une génération en fait qui arrive, et je crois que c'est là-dessus qu'il faut bâtir une nouvelle, à la fois ces filières. Faut
créer justement en fait un écosystème propre aussi qui pulse un petit peu justement en fait les échanges. Et je dirais que les acteurs suivront, quoi. Mais c'est vrai que si on fait à l'instant T, en ce qui concerne les échanges au départ de Martinique ou de Guadeloupe, ça reste limité, ça c'est certain. Monsieur Pelletier voulait rajouter une précision. Oui, merci. Un frein majeur quand même, c'est les armements. C'est-à-dire que pour pouvoir faire du commerce, il faut des armements qui opèrent des navires. Hein. Je disais tout à l'heure qu'il y avait quelques compagnies martiniquaises. Il y en a une qui s'est créée récemment pour faire du cabotage. Bon, voilà. Mais ça, pour monter des armements, il faut avoir une culture maritime. Enfin, la remarque que je faisais, la réponse que m'a donnée le professeur Alix est juste. C'est-à-dire que pour se lancer dans un armement, c'est une aventure. Enfin, il faut avoir une culture maritime, il faut savoir gérer les navires. Enfin, tout ça, c'est compliqué. Donc, il faut sans doute un peu d'accompagnement pour les compagnies martiniquaises qui voudraient se lancer dans ce genre d'aventure. Ça, c'est un premier élément. Après, il y a des compagnies de la Caraïbe qui viennent chez nous pour apporter des fruits et légumes, notamment, ou des choses comme ça. Il faut trouver le bon équilibre, parce que quand ils viennent en Martinique, il faut qu'ils puissent repartir aussi de Martinique et remplir les bateaux à l'aller et retour. Donc ça, c'est le problème de déséquilibre du marché, hein, donc c'est assez compliqué à gérer. Et puis ces compagnies, bah, effectivement, il faut là aussi, il y a un problème je disais tout à l'heure, hein, de standard, c'est-à-dire c'est souvent des compagnies qui sont sous normes. Donc il faut, dans le cadre du mémorandum de la Caraïbe, hein, qui est une organisation régionale qui nous permet de travailler sur la sécurité des navires, on essaye d'aider nos pays voisins, nos amis, à faire en sorte que leurs navires montent en compétence pour qu'ils puissent être acceptés à la Martinique. Hein, parce qu'on n'accepterait pas des bateaux sous normes ici, dans le port on serait obligé de les retenir, ce qui ne serait pas une bonne expérience pour les uns comme pour les autres, en particulier pour le grand port. Donc voilà, il faut sans doute, il y a un problème culturel, c'est faire en sorte que des Martiniquais se lancent dans cette aventure maritime. C'est compliqué, la CMA n'est pas née du jour au lendemain. Hein. Bon voilà, donc il faut avoir cette culture et probablement aussi regarder quels sont les leviers qu'on a pour aider les entrepreneurs à se lancer à acheter un navire, un deuxième, commencer à travailler là-dessus, gérer la sécurité. Sur le passage sur le transport de passagers, on a une petite expérience. Hein. On a des compagnies qui s'ouvrent. Il y en a d'autres qui vont mourir aussi, parce que comme l'a dit assez justement Jean-Rémy, à partir du moment où vous ouvrez, bah, vous créez de la concurrence et les plus faibles disparaissent. Sur le transport de passagers vers Sainte-Lucie, je vous fiche mon billet qu'il y a 2 compagnies sur 3 qui vont mourir d'ici quelques mois, parce qu'elles n'arriveront pas à garantir une qualité de service qu'attendent les consommateurs, qu'attendent les touristes. Donc c'est aussi ça la difficulté. Voilà, il y en a qui grossissent, il y en a qui arrivent à gérer la sécurité, qui arrivent à gérer leur marché, qui arrivent à gérer leurs investissements. Et puis il y a celles qui seront laissées sur le bord du chemin. Je crois que nous arrivons au terme de cette table ronde. Donc je voulais vraiment remercier nos intervenants et remercier tous ceux qui ont pris la parole dans le public. Et voilà, je crois que la question qui était posée de l'ouverture de la Martinique sur la Caraïbe et sur le monde est une question qui reste encore ouverte, c'est le cas de le dire, et qui doit s'appuyer sur nos atouts. Et j'ai noté notamment le volet culturel, qui est un volet important si on veut s'ouvrir sur la Caraïbe, et je pense en particulier à la maîtrise de l'anglais. C'est compliqué de vouloir s'ouvrir sur le reste de la Caraïbe si nous ne maîtrisons pas complètement l'anglais. Et je crois que le recteur d'académie a lancé un plan majeur d'apprentissage de l'anglais avec une maîtrise parfaite dès la sortie de la maternelle. Et je crois que là, c'est un signal fort qu'il nous donne. Merci à vous tous.